vous êtes câblés sur Bonferré Télévision pour le journal de 21h. Bonsoir, fidèles téléspectateurs. 18 juillet 2022, 18 juillet 2024, 2 ans jour pour jour que disparaissait le patriote père fondateur et président du Parti nigérien pour l'autogestion PNA Al-Ouma, Sanusi Tambari Jakou. À cette occasion, la fondation Sanusi Tambari Jakou a initié une conférence débat pour lui rendre hommage au Centre international Mahatma Gandhi de Niamey. Reina Moussa pour le compte-rendu. Déjà que s'en est allé le président du PNA Al-Ouma, le professeur Sanusi Tambari Jakou. C'est pour commémorer les 2 années de sa disparition que la fondation qui porte son nom et dirigée par sa fille a organisé cette conférence débat pour édifier l'assistance sur la contribution du débat économique de Sanusi Jakou. Dans son discours, la présidente de la fondation a rappelé les qualités du défunt STJ. Les enseignements de Sanusi Tambari Jakou est de poursuivre ses efforts pour un Niger prospère. Que ce soit à travers des réformes économiques, des initiatives de développement durable ou des mesures pour attirer des investisseurs étrangers, son héritage reste pertinent et inspirant. Sanusi Tambari Jakou a toujours insisté sur l'importance de l'intégration régionale pour le développement économique. Il voyait dans la coopération entre les pays du Sahel une opportunité de mutualiser les ressources, d'harmoniser les politiques économiques et de créer un marché commun capable de renforcer notre position sur la scène internationale. Ces idées sur l'intégration régionale sont aujourd'hui plus que pertinentes alors que nous nous efforçons de construire des économies résilientes et durables au sein de l'AES. En outre, Sanusi Tambari Jakou soulignait souvent l'importance de l'innovation et de l'adaptation aux nouvelles technologies pour stimuler la croissance économique. Dans un monde de plus en plus globalisé, il comprenait que l'avenir économique du Niger dépendrait de sa capacité à s'adapter aux changements et à intégrer des innovations dans notre économie locale. L'homme de Kornaka était un mentor, ami, modèle et source d'inspiration pour ceux qui l'ont côtoyé. Ils ont tenu à lui rendre hommage à l'occasion de l'an 2 de sa disparition. En tout cas, personnellement, moi, j'ai toujours gardé mes contacts sur le plan politique avec lui. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il a joué quand même un très grand rôle au niveau du processus démocratique qui a été enclenché donc depuis les années 90 dans ce pays-là. Et actuellement, comme on vient de le dire, effectivement, dans le film, on sent un vide depuis le décès de Sanusi, parce que si Sanusi vivait encore, peut-être que beaucoup de choses seront passées à l'heure où nous sommes. Que Sanusi, comme d'ailleurs certains l'ont appelé, c'est vraiment le Sanusi national. Il dépasse le cadre de sa famille biologique. C'est vraiment notre Sanusi national. C'est comme ça que les gens disaient. C'est un patriote, un démocrate, généreux, combattant de la liberté. Il est surtout contre l'injustice, l'oppression et l'iniquité. Il n'aime pas ça. Ça le met en boule quand il voit un agissement de la part d'une autorité, un agissement en tout cas qui tend à opprimer le faible. C'est vraiment le défenseur du faible. Ce 2e anniversaire de la commémoration de la disparition du président du PNA Al-Ouma STJ a vu la présence de plusieurs personnalités, y compris sa famille biologique. Fervent défenseur de la justice sociale, de l'équité, de la démocratie, des droits humains, Sanusi Tambari Jakou a apporté sa pierre à l'édifice dans le développement politico-économique du Niger. En marge de la conférence, le public a eu droit à une projection d'un film documentaire sur la vie de Sanusi Tambari Jakou. Le bureau exécutif national du syndicat national des agents des impôts, le Ben Sinaï de Moussa Oumarou, a animé ce matin un point de presse. Il est relatif à la situation qui prévaut au sein du Sinaï. Le Ben a saisi l'opportunité pour répondre à la sortie médiatique du vendredi de leurs camarades. Le compte rendu de Suleiman Souman et Rabilou. Le Ben Sinaï, le syndicat national des agents des impôts, n'a pas passé par d'autres chemins pour rappeler ses amis d'en face à la raison
et dénoncent leur attitude suite à leur dernière sortie médiatique. Nous sommes surpris de voir ces camarades déboutés par des décisions de justice réagir au nom du Ben Senaï et continuer à défier la justice nigérienne. Leur sport favori est le mensonge à travers la manipulation des consciences. Ils prétendent faire un recours hiérarchique pour une affaire déjà jugée. D'autre part, nous ne sommes guère surpris de leur attitude parce qu'ils sont manipulés par des individus tapis dans l'ombre et qui ont décidé de saper la mobilisation des recettes fiscales. À la date du 30 juin 2024, les réalisations cash sont largement supérieures à ceux de 2023. 342 472 366 552 en 2023 contre 348 838 192 592, soit plus de 6 365 826 040 francs. Pour la campagne de dénigrement contre le DGI, même si on n'aime pas le lièvre, on doit lui reconnaître sa vitesse. Le DGI actuel et son équipe sont à féliciter pour les résultats enregistrés dans un contexte particulièrement difficile imposé à notre pays. Le Ben Senaï de Moussa Oumarou interpelle les décideurs de la DGI et le gouvernement quant à leurs responsabilités face à cette situation. Nous interpellons l'administration et le gouvernement de prendre toutes leurs responsabilités. Sur le plan administratif, le climat social hautement dégradé a été restauré à la DGI par le directeur Abdurrahman Malan Saleh. Une utilisation rationnelle des ressources budgétaires jamais égalée ayant permis la prise en charge des diverses sessions de formation au profit du personnel et la satisfaction de nombreux besoins des services. Sur un tout autre plan, le syndicat national des agents des impôts, le SNAI, salue la décision du gouvernement sur la réduction du prix des hydrocarbures tout en apportant son soutien au CNSP et au gouvernement de transition en cette ère de souveraineté nationale. L'acteur de la société civile nigérienne Ibrahim Bana s'est prononcé sur le premier axe de la vision du président Tchani pour le Niger. Il s'agit de la sécurité et la cohésion sociale. Pour l'acteur de la société civile, la vulgarisation de ce document à la veille de l'an 1 de l'avènement du CNSP serait un atout inestimable. Le reportage est signé Ousseina Hassimi. La détérioration de la sécurité était l'une des raisons avancées par le CNSP pour justifier le renversement du régime de la 7e République. Se prononçant sur l'axe 1 des orientations du président Tchani pour la gestion du pays, l'acteur de la société civile, Bana Ibrahim, s'est réjoui que la question sécuritaire prenne en première position. Eu égard à tous les défis auxquels notre pays a fait face depuis les événements du 26 juillet 2023, il reste confiant quant à l'éradication de l'insécurité au Niger. Pour cela, il propose au CNSP quelques actions à entreprendre. Pour moi, cela passe par des actions concrètes. La première action qui va sous-tendre une victoire sur le terrorisme, ça va être de renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Il faut une meilleure formation de nos forces de sécurité. Il faut renforcer les moyens matériels, logistiques, notamment pour moi aériens, et mettre les soldats et les militaires qui sont au front dans les conditions minimales ou optimales de combat afin de venir à bout de ce terrorisme. Il y aura un renforcement de la coopération entre nos trois pays dans le cadre de l'AES, puisque désormais nos forces seront sous commandement conjoint. Sur le pilier essentiel du vivre ensemble qu'est la cohésion sociale, Bana Ibrahim propose de promouvoir le dialogue intercommunautaire. Il est essentiel de pouvoir ce dialogue, de réconcilier les différentes communautés pour prévenir les tensions inutiles entre nos communautés. Et cela passe par créer
des liens, recréer des liens entre les communautés à travers parfois l'organisation des forats et d'événements culturels qui met en avant l'union entre nos peuples, l'union entre leurs communautés. Ce premier axe s'appuie sur la mobilisation des efforts pour faire face à la menace du terrorisme, mais aussi le rassemblement des Nigériens autour d'un idéal commun, celui de l'appartenance à un même pays et le réveil du bâtisseur de nations qui dort en chacun des Nigériens, a affirmé le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zain lors de son point de presse. Bana Ibrahim estime que la mise en œuvre d'une politique économique qui répond aux réalités de nos populations à travers la promotion du modèle économique du développement permettra de parvenir à la réussite de cette première vision du chef de l'État. Volet reportage de ce journal, les produits saisonniers marquent déjà leur présence sur les différents marchés et autres artères de la capitale Niamey, et cela en pleine saison de pluie. Entre autres produits saisonniers disponibles, le maïs, la doum, la date fraîche et bien d'autres. Découvrons cela avec Reina Moussa et Ibrahim Ousmane. Selon les saisons, la capitale Niamey regorge des produits dont la disponibilité est abondante. Parmi les produits disponibles en cette saison de pluie, on peut citer le maïs, le doum, la date fraîche, l'arachide, le manioc, etc. La vente de ces produits saisonniers constitue pour ceux qui la pratiquent une activité génératrice de revenus. Le maïs, nous le prenons ici au Niger. Nous nous ravitaillons dans un village appelé Bengou ou Sabongari. C'est un produit de culture de contre-saison. Nous prenons le sac de doum vers Gaïa. Nous achetons le sac à 13 000 francs CFA et nous le vendons à 250 francs par sachet. Les revendeurs tirent leur épingle du jeu à travers cette activité. C'est le cas du vieux Nourou, rencontré au marché de Katako. Le sac est trop cher. Parfois, on perçoit sur le sac un bénéfice de 250 voire 300 francs CFA. Nous cherchons juste de quoi manger. Le marché de Katako est le centre par excellence de vente de divers produits. Si certaines personnes achètent pour la consommation, d'autres s'adonnent à sa commercialisation en vue de générer des bénéfices. Bien que saisonnière, la vente des produits saisonniers est une activité économique pour ces revendeurs. Cette forte disponibilité des produits se constate au cours de la période du mois de juin à septembre. Toujours un reportage en cette saison de pluie, on remarque également un peu partout des étalages des fruits dans les différents endroits où s'exercent les petits commerces. Des fruits très appréciés et beaucoup sollicités en termes d'apport à l'organisme. Voyons tout cela avec notre équipe de reportage composée de Samira Issa et Ibrahim Ousmane. Ils sont visibles un peu partout dans les différents marchés de la capitale. Il s'agit des fruits, à savoir la pastèque, mangue, orange, ananas, pour ne citer que ceux-là. Salou, vendeur de pastèques au marché Katako, explique qu'à cette période, les fruits sont accessibles avec des prix abordables. Inch'Allah, daga Zander, Maradi et département de Dosso, de Nigeria, les fruits nous viennent de Dosso, Zender, Agadez et souvent du Ghana. En cette période de disponibilité, les prix varient entre 200 et 500 francs CFA. Pour Salou, la vente des fruits leur permet de subvenir à leurs besoins quotidiens. Alhamdulillah, mashallah, Alhamdulillah, avec la vente, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Je ne fais que remercier le bon Dieu.
Ces fruits, qui jadis connaissent une hausse vertigineuse il y a de cela quelques jours, sont accessibles aujourd'hui à des prix un peu abordables. Merci pour votre fidélité. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous de la rédaction demain à 21h pour d'autres nouvelles informations. Mais d'ici là, restez à l'écoute avec la rediffusion de votre rubrique Actu sur le web avec Aminata Yayamega et Balima Bourema. Très bonne réception. Comme tous les mercredis, je reçois sur ce plateau Balima Bourema pour votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 17 juillet 2024. Coopération, le ministre turc des Affaires étrangères a effectué une visite de travail à Niamey. Il est à la tête d'une forte délégation, nous apprend actuniger.com. Le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Hakan Fidan, a effectué ce mercredi 17 juillet 2024 une visite officielle au Niger accompagnée par une importante délégation composée des ministres de la Défense, de l'Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que du patron des services de renseignement turc, du secrétaire de l'Industrie et de la Défense et du vice-ministre du Commerce. À Niamey, le chef de la diplomatie turque a échangé avec les autorités nigériennes de transition sur les relations bilatérales ainsi que sur les développements régionaux et internationaux actuels. Après celle du vice-ministre des Affaires étrangères en novembre dernier, c'est la première visite d'une haute personnalité turque au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. La Turquie est un important partenaire du Niger depuis une dizaine d'années, avec la présence des grandes entreprises turques dans le pays, dans plusieurs domaines, notamment la défense, le transport aérien, les BTP, l'énergie, l'éducation, la santé ou encore le commerce et l'hôtellerie. Des relations que les nouvelles autorités entendent consolider, comme en atteste la visite du travail effectuée en janvier dernier à Ankara par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, également à la tête d'une importante délégation composée des membres du CNSP et du gouvernement de transition. Selon le Sahel.org, la Russie a salué la création de la Confédération Alliance des États du Sahel. La Russie a salué samedi la création de la Confédération des États du Sahel, mise en place le 6 juillet courant par les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ces jours-ci, nous avons appris la mise en place d'une association des États du Sahel. Niamey a convoqué un premier sommet avec le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le président du Niger, Abdrahmane Tchani, et le président du Mali, Assimi Goïta, a indiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans une déclaration diffusée par la télévision publique nigérienne. Nous avons le plaisir de voir que ces pays ont l'intention de définir un moyen de consolider leurs forces pour assurer leur sécurité et leur prospérité économique, a-t-elle poursuivi. Compte tenu de notre approche de la problématique africaine, nous saluons cette initiative et nous voyons qu'elle correspond aux aspirations des peuples des trois pays et elle aura un impact sur la sécurité de la région, a indiqué la diplomate russe. La Russie confirme son intention d'apporter son appui autant que possible à cette alliance des États du Sahel, notamment en matière de sécurité, de la formation du personnel militaire et des organes de police et en développement une coopération économique, a-t-elle conclu. Le 6 juillet courant, les présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger étaient réunis à Niamey dans le cadre du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. À l'issue de leur sommet, les trois chefs d'État ont décidé de créer la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, chargée de coordonner les actions des trois pays dans les domaines de la sécurité, de la représentation internationale et du développement économique. En mini-tournée en Afrique, la ministre allemande des Affaires étrangères a vanté le Sénégal et dénoncé la présence des Chinois et des Russes en Afrique, selon DW.com. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, veut poursuivre la coopération avec les pays démocratiques en Afrique.
La sous-région ouest africaine est le théâtre d'une instabilité politique depuis les putschs au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Avec les nombreux putschs dans la région et notre crainte de voir le terrorisme gagner d'autres régions, nous avons donc besoin d'amis à nos côtés. C'est pour cela qu'il était important pour le gouvernement allemand de montrer son engagement pour la démocratie et des élections transparentes, alors que la démocratie sénégalaise a fait face à des défis lors du dernier scrutin, a déclaré la ministre Annalena Baerbock. Les problèmes et les défis de la région, terrorisme, migration, criminalité organisée, pauvreté, nous concernent directement en Europe également, a-t-elle fait remarquer. C'est pourquoi l'Allemagne ne démonte pas toutes ses tentes, mais agit de manière pragmatique dans le cadre des marges de manœuvre restantes. Partout où nous, en tant que démocratie, où nous, en tant qu'Europe, n'investissons pas, d'autres investissent, créant alors des dépendances qui, en cas de doute, seront utilisées contre nous, y compris contre nos intérêts en matière de sécurité, a déclaré la ministre allemande. Annalena Baerbock a fait référence à la présence croissante de la Chine et de la Russie en Afrique. Ce n'est pas un hasard si la Chine et la Russie en particulier réalisent de très gros investissements sur le continent africain et renforcent souvent leur présence militaire dans ce contexte, a déclaré Mme Baerbock. C'est pourquoi l'engagement des États occidentaux, par exemple dans des projets d'infrastructure en Afrique, est si important et dans leur propre intérêt économique et sécuritaire. Enfin, Balima Sahelintelligence.com nous apprend que Paul Kagame a été réélu avec plus de 99% des suffrages exprimés valables. L'élection présidentielle au Rwanda a confirmé la domination écrasante de Paul Kagame avec 99,15% des voix selon le dépouillement des 79% des bulletins. Cette victoire lui assure un nouveau mandat de 5 ans, prolongeant ainsi son règne entamé il y a 3 décennies. Si cette tendance se maintient, il pourrait même surpasser ses précédents scores électoraux de 98,79% en 2017, 95,5% en 2023 et 93,08% en 2010. Paul Kagame dirige le Rwanda depuis sa rébellion victorieuse contre le gouvernement Hutu extrémiste responsable du génocide de 1994 qui a coûté la vie à plus de 800 000 Tutsis selon l'ONU. Après avoir été vice-président, ministre de la Défense et président par intérim, il a été élu président en 2000 et réélu 3 fois depuis. Il est crédité du redressement économique spectaculaire du Rwanda après le génocide, mais critiqué pour le manque de démocratie. Son leadership est salué pour le développement économique, l'amélioration des infrastructures et les progrès en éducation et santé. Balima Bourema, merci. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous aussi, Aminatou Yaya Maïga. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur FM cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.